Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonjour. Dans le cadre du cours aujourd'hui de PEB pour l'enveloppe partie 3, nous allons parler des pertes par les parois. Donc on va commencer par les pertes par paroi, par évaluer et définir la résistance thermique. La résistance thermique, qu'est-ce que c'est? C'est lié à quoi? À la propriété du matériau que l'on va étudier. Cette propriété, elle est liée donc, au fameux lambda qu'on a vu précédemment, qui est la conductivité thermique, et elle représente la quantité de chaleur que l'on va transférer d'une surface à l'autre. Okay, donc si vous avez votre euh, isolant qui fait 1 mètre, si vous avez le gradient de température, ce sera la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, et le gradient, c'est le nombre de degrés que vous aurez de delta entre intérieur et extérieur. Supposons 20 degrés extérieur, 20 degrés intérieur, 10 degrés extérieur. Vous aurez donc un gradient pour un isolant d'un mètre, de 10 degrés par mètre. Ok, donc tous les 10 centimètres dans l'isolant, vous aurez 1 degré de perdu. On préfère non pas parler en degrés, mais en Kelvin. Okay, donc vous ne dites jamais degré Kelvin, mais vous dites Kelvin. Donc l'expression, c'est watt par mètre Kelvin. Pour rappel, la valeur du lambda est évidemment liée à sa capacité donc à isoler. Et plus elle est petite, plus l'isolant est performant. Donc, la résistance thermique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mesure la performance isolante d'une couche. Donc, d'un côté, pour l'isolant, c'était une question d'épaisseur. Et ici, eh bien, on prend une couche de cet isolant-là et on regarde ce qui se passe comme déperdition ou comme qualité d'isolation sur une certaine unité de surface. Et elle s'exprime en quoi? Donc, en mètres carrés Kelvin, donc qui est divisé par les watts. Donc autrement dit, la résistance thermique est l'inverse de votre lambda et donc de la conductivité, et donc elle est directement proportionnelle à la surface que l'on va étudier forcément. Bon. Donc suivant la qualité de l'isolant qu'on va avoir, à isolant équivalent, plus la, euh, la résistance est élevée, plus la couche d'isolant est importante. Donc ça veut dire que plus vous allez un isolant identique, donc prenons du pire par exemple, vous allez avoir 1 mètre de pire ou 10 centimètres de pire, ben, la résistance sera d'autant plus importante que l'épaisseur sera importante. Ça, c'est facile à comprendre. Plus votre isolant sera épais, plus vous allez avoir un système performant, un complexe performant. Donc, ici, on va d'abord commencer évidemment par étudier des matériaux dits homogènes. Donc homogène, ça veut dire qu'il a les mêmes qualités dans toutes les directions et donc il est, on va dire, uniforme. Ça pourrait être un synonyme. On nous dit quoi? On nous dit que R, qui est la résistance, elle vaut l'épaisseur divisé par le lambda. Ok, donc, si on revient sur le métaux armé, le métaux armé, son lambda valait 2,7. Okay. Votre épaisseur 0,2 mètres, de 20 cm, n'oubliez pas qu'on calcule en mètres. Vous allez donc avoir quoi? Une résistance qui vaudra 0,074 mètres carrés Kelvin par watt. Okay. Donc, autrement dit, vous allez avoir 0,074, donc 7,4 cm² par watt. Donc chaque fois que vous allez avoir 7 cm², vous allez avoir une perte de 1 watt. Par Kelvin, attention. Donc si vous avez 10 watts, si vous avez 10 degrés d'écart entre l'intérieur et l'extérieur, ce sera à ce moment-là 10 watts tous les 7 cm², enfin 7,4 cm². Si on prend l'équivalent, donc
20 cm, à la place de prendre 20 cm de béton armé, on prend 10 cm de laine de roche. La résistance, comme on a vu que la laine de roche était de 0,04, valeur moyenne évidemment, eh bien, ce sera 0,1, donc à 10 cm, divisé par 0,04, vous obtiendrez 2,5 mètres carrés Kelvin par watt. Donc, vous aurez pour 10 cm d'épaisseur de laine de roche, il vous faudra 10 cm de laine de roche, vous prenez 2 mètres carrés et demi de laine de roche, eh bien, vous aurez une perte de 10 watts sur ces 2 mètres carrés et demi par degré. Donc si vous avez 1 degré Kelvin d'écart entre l'intérieur et l'extérieur, vous perdrez 1 watt pour 2 mètres carrés et demi. Si on multiplie ça par une valeur standard de 30 degrés qui est le moins 10, moins 10 degrés qui est la température extérieure minimum que l'on peut atteindre dans nos régions, et le 20 degrés intérieur, donc ça fera un delta de 30 Kelvin ou 30 degrés Celsius, eh bien ça veut dire que tous les 2 mètres carrés et demi d'isolant de 10 cm d'épaisseur, en laine de roche, ici en laine minérale, vous allez avoir 10 watts équivalent donc de perdu. Donc, autrement dit, il faudra 10 watts pour compenser la perte d'énergie entre l'intérieur et l'extérieur. Si on ramène ça à du polyuréthane, 0,028 c'est une valeur un peu pessimiste de nos jours, on est plutôt à 0,025, enfin de nouveau c'est une valeur indicative. Là on passe à 3,57 mètres carrés Kelvin par watt. Vous imaginez la différence entre 20 cm de béton armé, 10 cm de laine de roche ou 10 cm de polyuréthane. Passons maintenant à un petit exercice pratique. Donc, vous allez me mettre la vidéo en pause quand je vous le dirai et vous allez me calculer la résistance thermique pour du pire en attention que vous devez arriver à 4 mètres carrés Kelvin par watt pour du pire, pour de la laine de roche, pour du bois, de la brique, du béton armé et de l'acier. Vous avez chaque fois le lambda qui vous est rendu au niveau de votre système. N'oubliez pas que ici c'est une petite modification de votre formule de base. Je reviens vers vous après la pause. Donc pour ceux qui n'y sont pas arrivés, petite démonstration de comment vous devez vous y prendre. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est que R égale D sur lambda. Okay, ici, on nous donne R. On nous donne lambda, donc il faut calculer D. Donc ça veut dire que D égale à, évidemment c'est tellement simple que R fois lambda. De nouveau une petite pause, faites le calcul et puis je vous donne la valeur. Voilà, donc si vous avez réussi à faire le calcul, qui est finalement assez simple, vous allez obtenir quoi? 4 fois 0,22, vous allez obtenir 8,8 cm, ou 0,088 évidemment. Pour la laine de roche, vous allez obtenir 16 cm. Pour le bois, vous allez obtenir 52 cm. Donc vous voyez la différence. Pour avoir la même isolation, pour du bois, il faut 52 cm. Pour de la laine de roche, ce n'est que 16 cm. Et pour du pire, donc du polysocyanurate, vous êtes à peine à 8,8 cm. Alors, en plus, la brique, la brique c'est 3,6 mètres, donc vous imaginez 3 mètres de brique pour avoir la même efficacité, 10 mètres de béton ou 184 mètres d'acier. Bon, autant vous dire que ce sont des valeurs évidemment qui sont aberrantes dans ce cas-là. Pour la région wallonne, le nombre que je vous ai donné évidemment de 4 mètres carrés Kelvin par watt, c'est pas un nombre au hasard. Il s'agit en fait de la valeur à partir de laquelle vous avez droit à une prime à la rénovation. Donc pour avoir droit à une prime à la rénovation au niveau de la région wallonne pour les énergies à l'heure actuelle, évidemment, donc en 2021, c'est 4 mètres carrés Kelvin par watt. Donc autrement dit, vous devez mettre au moins
8,8, donc à savoir 9 cm de pire en toiture, sur votre toiture, ou 16 cm de laine de roche. Il y a encore quelques années d'ici, 14 cm suffisait. Maintenant, on est passé à 16 cm. Alors pour le moment, on a parlé évidemment de résistance thermique avec des matériaux homogènes. Il va de soi que dans la pratique, il existe également ce qu'on appelle des matériaux hétérogènes. Ici, l'exemple, c'est le bloc creux. Vous voyez, vous n'avez pas, suivant l'endroit où vous regardez, à travers, ben, il y a des moments où vous avez du béton plein, il y a des moments où vous avez de l'espace. Bon. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? C'est que le seul moyen d'arriver à quelque chose d'efficace au niveau calcul, c'est quoi? Ben, c'est de faire passer des tests en laboratoire. Et donc, ce sont des valeurs qui sont données de manière mesurée dans des laboratoires spécifiques comme on a vu précédemment. Bon. Alors, ici, le ourdi, par exemple, on voit 0,11. Ça veut dire que pour nos fameux 4 de tout à l'heure, il nous faudrait avoir quelle épaisseur de ourdi pour arriver à un R de 4. Ben, 4 fois 0,11, 0,55. Donc il vous faudrait avoir quasiment un demi-mètre de ourdi pour avoir quelque chose d'aussi efficace que 8 cm de pire. Il va de soi que c'est pas aussi évident que ça à mettre en œuvre, évidemment. Donc, vous voyez ici également l'exemple qui est la plaque de Gyproc, ou en français on appelle ça les plaques de Palaco. Ce sont évidemment des éléments qui n'ont pas la même résistance thermique et le même lambda dans toute la direction. Bon. Alors, pour une maçonnerie, on doit évidemment prendre en compte, en plus, toute une série de paramètres. Ici, le paramètre dont on va tenir compte, c'est le jouet. Okay, le jouet de notre maçonnerie, il est certes petit. Alors, oui. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Donc, dès le moment où il dépasse 3 mm, on doit en tenir compte dans le calcul du lambda du bloc en lui-même ou du mur en l'occurrence. Donc, ce qui nous apporte ici, c'est le mur. On regarde, lambda, ben on fait lambda des jouets fois, à savoir donc 19 cm de béton fois la hauteur du béton. Vous obtiendrez donc ainsi, vous aurez la surface et le volume et vous pourrez déduire le R de tout ça. Ici, en l'occurrence, pour faire le calcul de manière uniforme, on prend lambda du béton fois l'air du béton, fois la surface du jouet, plus le lambda de la maçonnerie fois la surface de la maçonnerie, et on divise par la somme des deux surfaces. Donc, autrement dit, pour reprendre l'exemple que l'on a ici, on doit tenir compte de quoi? Eh bien, de notre bloc avec une hauteur et une largeur. Il va de soi qu'on ne sait pas tenir compte de ces deux-là, puisque lui, il sera pris en compte par ce bloc-là et par ce bloc-là. Donc, si on veut faire le calcul très sérieusement, ben, ce sera la surface de quoi? De notre jouet sur la hauteur, plus la surface de notre jouet, pardon, l'épaisseur de notre jouet fois la hauteur, plus l'épaisseur de notre jouet fois la largeur. Okay, donc, longueur plus largeur fois l'épaisseur, vous obtiendrez l'air ou la surface du jouet. Et la maçonnerie, bah, pour le bloc standard, bah, c'est 19 par 39. Donc 19 fois 0,19 fois 0,39. Okay, alors on peut d'un autre côté améliorer la formule en donnant un pourcentage de surface des jouets par rapport au pourcentage de la maçonnerie. Voilà, c'est kiff-kiff. Voilà, c'est là ou c'est l'autre. La manière analytique étant la meilleure, quoi, puisque un jouet d'un centimètre, c'est assez standard. Si on prend le deuxième exemple ici, qui est une cloison avec du bois et un isolant entre les bois, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va prendre donc le pourcentage de la surface du bois par rapport au pourcentage de la surface en isolant.
On fait le rapport des deux par la petite formule qu'on vient de voir et on obtiendra un lambda unitaire moyen. Si on fait intervenir des structures portantes, métalliques, style métal sud et autres, là par contre, il n'y a que la solution logicielle externe qui permettra de déterminer cette valeur de lambda, parce que là on commence à rentrer dans des compositions beaucoup plus complexes que simplement un jouet à bloc, quoi, ou du bois et du bois d'isolant. Alors, pour la suite, on doit déterminer dans la plupart des maçonneries et éléments type structure complexe, vous allez rencontrer très fréquemment des lames d'air, donc de l'air en suspension. Dans le cadre des vieilles constructions, vous aviez quoi? Un bloc, une brique, et entre les deux, vide, ventilé ou pas. Et alors maintenant, il y a la notion d'air fortement ventilé, peu ventilé, moyennement ventilé ou pas ventilé du tout. Enfin bon, on a donné plusieurs valeurs de manière plus ou moins empirique. Ce sont des valeurs que vous allez devoir retenir. Donc concrètement, pour que la lame d'air fortement ventilée soit définie comme telle, il faut que par mètre courant de maçonnerie ou de structure extérieure, vous ayez par mètre courant moins de 1500 mm² d'ouverture. Donc 1500 mm², c'est 30 mm par 50 mm. Donc 3 cm de hauteur sur 5 cm de longueur. Et ça par unité, et ça par mètre courant. C'est assez peu. Ok, il faut imaginer ce que c'est ce type de ventilation. Je vais vous montrer ça. Donc ce type de maçonnerie, c'est quoi? Vous avez déjà tous vu une façade. Vous avez déjà tous vu sur votre façade ce type de petite ouverture. Donc où vous avez votre jouet qui est entre deux briques et qui laisse passer l'air donc entre le bloc et la brique. L'autre type de jouet, c'est celui-là. Ça, ce sont des jouets modernes, dans le sens où ce sont carrément des petits caissons d'1 centimètre qui laissent passer l'air au niveau du système et qui vous donnent une finition propre. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça, c'est pas un jouet de ventilation. Ça s'appelle aller faire un petit tour chez un bureau d'études spécialisé en stabilité pour voir si la maison n'est pas en train de s'écrouler. Okay, alors certainement que ce sera une zone ultra ventilée au niveau de la lame d'air qui sera entre les deux sera ultra ventilée, mais ce n'est évidemment pas normal ce genre de choses. D'accord? Bon. Alors revenons à nos moutons pour la lame d'air fortement ventilée. Qu'est-ce que ça implique qu'elle soit fortement ventilée? Donc on ait ces ouvertures de 1500 mm² tous les mètres de longueur courante. Eh bien, on va avoir un calcul du R qui doit s'arrêter à la couche antérieure à celle qui est la lame d'air ventilée. Donc si on a une lame d'air très ventilée, fortement ventilée, on considère que dans la résistance thermique du complexe qu'on étudie, par exemple la plaque de plâtre intérieure avec la finition plâtre, le bloc, l'isolant, puis la lame d'air, puis la brique extérieure, qui est une construction relativement standard, eh bien on s'arrêtera à compter à partir de la lame d'air. Donc on ne tiendra compte pour la paroi isolée que du plâtre, du bloc et de l'isolant. Alors passons maintenant à la lame d'air peu ventilée. Donc là on parle d'une superficie de ventilation de entre 500 et 1500 mm², de nouveau par mètre courant de construction. On aura donc, là on va devoir tenir compte de cette épaisseur d'isolation et on va avoir un cas qui sera entre on en tient compte, on n'en tient pas compte, hein,
pas ventilé, on en tiendra compte pleinement. Peu ventilé, fortement ventilé, on n'en tiendra pas compte. Ici, on va devoir trouver un compromis qui sera dans les feuilles de calcul pré-remplies dans les softwares de programmation, fixé à une valeur forfaitaire de 0,18 m² Kelvin par watt. En général, ce genre de cas est, je vais dire, c'est peu fréquent. Ce sera soit peu ventilé, soit fortement ventilé, soit pas ventilé du tout, puisque c'est assez difficile toujours de compter le nombre de jouets exact, etc. Mais dans la majorité des cas, vous devrez prendre un compromis. On va voir le tableau un peu plus loin. Alors, la non ventilée, là, à ce moment-là, c'est pour des valeurs inférieures à 500 mm² par mètre carré, donc, ou par mètre courant. Donc là, on va avoir une résistance qui sera comprise en 0 et 0,23 m² Kelvin par watt. Celle-ci étant, dans le cadre de la certification, également forfaitisée. Pour ce qui est de l'audit, là, on a un tableau qui reprend toute une série de valeurs en fonction des cas rencontrés et qui est dépendant d'une chose, c'est de l'épaisseur de cette couche d'air. Entre 0 et 5 mm, ben, on aura, quel que soit le système étudié, donc soit vertical, soit horizontal, soit descendant, soit montant. Okay, le flux d'air sera montant, descendant ou horizontal. Horizontal, c'est considéré comme moins de 30 degrés d'inclinaison. Et bien, en fonction de l'épaisseur de cette lame d'air, on aura un R qui sera nul si on a moins de 5 mm. Et par exemple, si on prend 25 à 50 mm, ce qui est justement la valeur standard, et c'est pourquoi on a choisi cette valeur par défaut dans le cadre de la certification, entre 25 et 50 mm, on prend une valeur qui vaut de l'ordre de 0,18. De nouveau à 0,18 m² Kelvin par watt. Pour la dia suivante, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on vous montre comment évaluer une épaisseur d'isolant lorsque vous l'étudiez. Vous étudiez un complexe. Le principe va être de jouer avec de la géométrie, puisque ici, l'exemple qui est donné, qui est pour l'épaisseur d'un isolant variable. Pourquoi variable? Parce que supposons une plateforme plate, en béton, sur lequel vous venez appliquer un isolant. Si vous le mettez parfaitement plat, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir de l'eau qui va stagner. C'est évidemment fortement déconseillé pour une toiture plate, et pour toute toiture d'ailleurs d'avoir de l'eau qui stagne. Donc qu'est-ce qu'on fait? L'installateur aura tendance à mettre un isolant en légère dégressivité pour évacuer cette eau quand il pleut. Toujours vers l'extérieur, bien évidemment. Donc ce qui veut dire que vous allez vous retrouver avec une épaisseur d'eau variable, une épaisseur d'isolant pardon, variable, qui n'aura pas la même valeur suivant l'endroit de votre toiture ou du complexe étudié. Ben, pour éviter tout problème, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule une valeur moyenne en épaisseur en prenant un trapèze. Ici, par exemple, dans l'exemple que vous avez, c'est chaque fois le trapèze. Donc vous prenez la hauteur 1, la hauteur 2, vous faites fois, vous allez additionner toutes les deux, vous faites fois la longueur de l'isolant, et vous aurez à ce moment-là, en divisant par 2, l'épaisseur moyenne de votre isolant. Et ce, quel que soit le type d'isolant. Ici, on voit un isolant qui est en triangulaire. Ben là, à ce moment-là, il faut faire un petit peu de géométrie et de faire la valeur moyenne, d'essayer de trouver la valeur moyenne de cette épaisseur par un calcul géométrique. C'est en général des calculs assez simples, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est que, au global, quand on étudie un complexe, eh bien, la résistance thermique de notre complexe est la somme de toutes les résistances de chaque couche étudiée qui interviennent. Comme on a vu tout à l'heure, dans le cadre d'une paroi fortement ventilée, on s'arrête de compter à partir de la paroi fortement ventilée.
Pour le reste, eh bien, lorsqu'on étudie un complexe global, on regarde toutes les parties indépendantes, on en prend leur lambda, on prend l'épaisseur, on a grâce à ça déterminé la résistance de chaque couche, on les additionne mathématiquement et on obtient un R total qui s'exprime toujours en mètres carrés Kelvin par watt et dont la valeur sera élevée, et plus elle sera élevée, plus la paroi sera considérée comme isolante. C'est très important d'avoir compris ça. Vous ne pouvez pas additionner des lambdas de matériaux qui se suivent, vous devez en additionner leur résistance, donc qui est l'inverse en fait. Donc c'est pour ceux qui ont fait un peu d'électricité, c'était exactement la même chose que de calculer des résistances en parallèle. Et pour ça, pour qu'elles puissent s'additionner, on doit en prendre non pas les résistances, mais les conductances, donc leur inverse. Ok. Alors après avoir abordé l'aspect résistance d'une paroi, on va maintenant vouloir regarder d'un point de vue autre qui est l'aspect perte. Donc pour le moment on a étudié l'aspect propriété physique de chaque composant, puis on a étudié la vue globale de notre système d'un point de vue résistance. Maintenant on va regarder ce que une paroi va perdre comme énergie dès le moment où on en connaît la composition et sa résistance. Alors, la valeur U dont on parle, qu'est-ce que ça va être? Ça va être en fait l'inverse de notre résistance. Elle sera exprimée en watts par mètre carré Kelvin et elle dépendra donc, elle représentera donc la chaleur qu'on va transférer de l'intérieur vers l'extérieur du bâtiment par unité de surface et par Kelvin, ou par degré Celsius, c'est équivalent évidemment. Comme j'ai dit, elle s'exprime en watts par mètre carré Kelvin, et cet échange de chaleur, évidemment, c'est ce qui nous importe, puisque au final, cet échange de chaleur va être proportionnel à la facture que l'on va payer. Plus on va avoir d'échanges, plus on va payer une facture importante en énergie pour pouvoir chauffer l'intérieur du bâtiment. Donc plus le U est petit, puisqu'on inverse, évidemment on a vu tout à l'heure que plus la résistance était grande, plus la paroi était isolante, puisque ici on va l'inverser, plus la valeur de U sera petite, plus la paroi sera isolante. Et c'est logique, puisque moins on aura de watts par mètre carré, moins on aura d'énergie perdue au cours de l'année et au cours des saisons. Donc la valeur de U, comment est-ce qu'on la calcule? Comme on a vu, c'est l'inverse de la somme de toutes les résistances. Donc si on prend notre complexe ici, on a l'intérieur, notre couche de plâtre par exemple, notre bloc, donc R4, R3, R2 l'isolant, R1 la résistance de l'air, R1 la brique, et on voit qu'on fait intervenir deux petits coefficients de résistance complémentaires, donc qui amènent un facteur qui améliore la résistance globale de la paroi, qui sont les résistances superficielles intérieures et extérieures. Qu'est-ce que c'est? En fait, lorsque l'on étudie les transmissions de chaleur, on s'aperçoit que lorsqu'on a l'air ambiant, on a évidemment un phénomène de tourbillon lié au transfert d'air chaud à l'intérieur et à l'extérieur, et que ce phénomène amène une complexité, une résistance complémentaire à la transmission de cette chaleur d'un point chaud à un point froid, et inversement évidemment. Donc cette résistance superficielle intérieure-extérieure dépend principalement de la hauteur, parce que plus vous allez être haut, plus l'air chaud sera important, plus vous allez avoir un tourbillon important, et plus vous allez avoir ce transfert d'énergie, ce transfert de chaleur qui va être
difficile, je vais dire. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une résistance complémentaire qui est évidemment dérisoire par rapport à une paroi, mais on en tient compte dans la valeur du U. Et c'est d'ailleurs principalement, ce n'est pas vous qui la calculerez, elle est donnée par les logiciels de manière automatique. En fonction de quoi? En fonction de toute une série de paramètres comme le type de paroi, l'environnement, l'inclinaison. Vous voyez ici dans le dessin que l'on tient compte de toute une série de paramètres sur le dessin. Si par exemple on a un vide ventilé, un comble non chauffé pardon, ben on verra qu'on a un RSI et un RSE qui sont identiques. Si on a un système extérieur, paroi intérieure, hein, vous voyez ici, ben vous aurez un RSE qui sera de 0,04, quel que soit l'endroit où vous étudiez votre système. Et par contre, en fonction de l'endroit où vous étudiez le bâtiment, bah, vous verrez que pour un plafond, ce sera 0,10, pour un mur, ce sera 0,13, pour le sol, ce sera 0,17. On considère que sur un espace non chauffé, bah, les RSE sont identiques. Par contre, sur les vides sanitaires, identiques, hein, puisque c'est toujours la même chose, la ventilation est stagnante. Par contre, pour le sol, on considère que si c'est une dalle de sol, là, on aura un RSE de 0. Alors, étape suivante dans l'estimation du U, on doit, dans le logiciel, tenir compte de ce qu'on appelle les ponts thermiques. Donc, dans le dessin que vous avez ici, vos isolants seront soit collés, soit la plupart du temps fixés par des systèmes de chevilles avec une fixation qui va retenir la cheville sur l'élément dur. Vous avez un élément qui est mobile, un élément qui est fixe, qui est votre mur. Il faut les maintenir l'un avec l'autre, les solidariser. Et vous allez percer un trou pour passer votre cheville et puis y passer à travers la cheville un système de fixation. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ce sont comme vous voyez, des espèces de gros parapluies. La partie noire que vous voyez sur le dessin en fait s'enlève. Vous faites un trou du diamètre de la cheville à travers ici l'isolant et la partie dure. Donc la partie cheville ici mobile que vous avez ici sera évidemment la partie sur laquelle vous allez avoir votre partie fixe, donc le bloc béton par exemple. Ici ce sera votre épaisseur d'isolant. Lorsque vous avez fait votre trou, vous introduisez votre vis ici et vous la frappez sur des chevilles à frapper en général. Donc vous frappez dessus, ça va enfoncer et ça va s'exploser, ça va exploser ceci et ça va permettre de retenir la cheville et de retenir l'isolant. Alors lorsque ce sera mis en œuvre, vous voyez à quoi ça ressemble, lorsque ce sera mis en œuvre, vous allez avoir donc vous voyez, votre isolant, ce sont des plaques ici a priori de polystyrène si je vois bien. Elles sont maintenues grâce à cet élément-là, cet élément fixe, où vous avez votre petite cheville qui est frappée et qui retiendra l'isolant. Au final, ça donnera cet effet-là. Alors je sais, comme tout à l'heure, hein, notre ami France Gall l'a dit, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour certains ça veut dire beaucoup. Il va de soi que ce petit facteur correctif qu'on va faire intervenir hein, dans le logiciel, c'est dérisoire. Mais malgré tout, sur un certain nombre de mètres carrés, ça peut vite faire des valeurs, ça peut vite faire quelques watts. Le logiciel PEB, et je dis bien le logiciel pour l'audit, pas celui pour la certification, cette partie fixation on n'en tient pas compte. Pour le logiciel d'audit on en tient compte. Il y a plusieurs paramètres qui devront être introduits lors de la réalisation du calcul. La première, c'est le nombre de fixations par mètre carré qui est défini à 5 par défaut par l'ordinateur. La section de fixation qui est définie par défaut en 4 mm. Attention, 4 mm, c'est la fixation. C'est évidemment l'élément type qui va retenir la partie rigide, je vais dire. La partie cheville, évidemment, étant en plastique, le lambda, enfin cette déperdition, on s'en fout.
Le lambda de la fixation, donc on prend 50 watts par mètre Kelvin, qui est la valeur standard pour de l'acier. Et ensuite, la longueur de la fixation en mètres. Attention que si la fixation que vous avez ici, qui est en métal, est en plastique, ce qui est la plupart du temps le cas pour les isolants synthétiques, qui sont légers, donc le cas le plus fréquent, on va dire, à ce moment-là, on n'en tient pas compte. Le lambda est inférieur à watt par mètre Kelvin, donc on ne tient pas compte dans le calcul de déperdition. Alors, maintenant, on va parler de la correction qui est apportée également pour les toitures inversées. Donc, on a vu dans l'introduction, la toiture inversée, c'est quoi? C'est d'avoir l'isolant à l'extérieur de la structure portante et l'étanchéité entre la structure portante et l'isolant. Isolant qui, via le lest forcément, qui va avoir tendance à rester plus humide. Malheureusement, cet isolant va être soumis au problème d'humidité. Et c'est assez délétère pour l'isolant putrescible type l'XPS par exemple, le polystyrène extrudé. Il est sensible à l'humidité, malgré tout, il a une perte de qualité d'isolation. Et dans le logiciel, on tient compte du fait qu'il s'agisse d'une toiture inversée avec ce type d'isolant. Alors ici, le facteur correctif intéressant pour une dalle de sol ou pour un plancher de sol, c'est ce facteur de correction A qui permet de déterminer en fait quoi? Que l'on a le sol qui n'est pas à température uniforme évidemment par rapport à la maison. Il va de soi que plus vous allez être proche du bord, plus la température sera soumise, la variation de température sera soumise évidemment aux variations de température extérieure. Okay, et plus vous allez être loin sur la dalle, plus ce sera insensible aux variations de température extérieure puisque la terre servira d'isolant. Okay, donc ce facteur correctif va être dans le logiciel PEB, il va être calculé de nouveau de manière rapide, sous la forme suivante, A égale 1 sur U équivalent, donc l'U équivalent c'est le U équivalent de la dalle globale, plus 1. Okay, donc si on prend un exemple ici d'une dalle béton de 12 cm d'épaisseur, okay, le lambda du béton 2,2 watts par mètre Kelvin, on a un R à ce moment-là de 12 divisé par 2,2 qui nous donnera 0,05 mètre carré Kelvin par watt. Ça, c'est le R de notre paroi. Le U équivalent nous donnera donc quoi? 4,54 watts par mètre carré Kelvin, en tenant compte de nos deux facteurs FSI, FSE. Okay, on aura donc au global 4,454 si on avait une dalle de béton soumise à un air extérieur. Or ici, c'est la terre. Donc le facteur correctif qui va nous être appliqué, on vient de voir, le facteur correctif c'est 1 sur U équivalent plus 1. Donc 1 sur 1 plus 4,54. Donc ça nous fait un total de 0,18. Donc on aura pour une dalle de béton de 12 cm, non pas un U de 4,54, mais de 0,82. Ce qui est évidemment fort différent, bien sûr, au niveau des déperditions. Dans tous les cas, pour les normes actuelles d'isolation, on est obligé d'isoler les dalles et les murs de soutènement en contact avec le sol pour arriver aux exigences PEB courantes. Donc le logiciel pour pouvoir calculer de manière précise et non pas la manière rapide comme on vient de voir, aura besoin de plusieurs paramètres, dont l'épaisseur du mur extérieur, le W que vous avez ici sur le plan, le type d'isolation qu'on va y mettre, hein, donc la petite dalle en orange là, que vous avez, ça, le type d'isolation que vous allez mettre, donc ça vous permettra d'en connaître le lambda, aussi bien en vertical comme en horizontal. La valeur d'épaisseur est forcément de cet isolant, la largeur et la profondeur de l'isolation. Okay, donc ici le fameux paramètre D.
Tout ça en périphérie si c'est isolation de la dalle, ou en verticale si c'est l'isolation de la ceinture de béton. Dans le cadre des bâtiments standards, d'habitation standard, la méthode simplifiée est largement suffisante. La méthode détaillée est très utile en fait dans le cadre des bâtiments de grande surface, des bâtiments qui ont, de type industriel par exemple, qui ont une surface au sol très importante. Donc l'isolation de la périphérie va fortement changer le calcul de déperdition par le bas évidemment. Plus la surface sera grande, plus ce facteur correctif sera évidemment important dans le calcul. D'où cette importance de calculer de manière détaillée. Pour le calcul des murs enterrés, les deux données dont le logiciel aura besoin sera la composition de la paroi, okay, donc béton, isolant, et la profondeur du mur enterré. Alors, si on considère le mur extérieur avec une structure homogène, okay, et donc on connaît le U, hein, il est bien déterminé dans ce cas-là, on considère que les lignes d'isotherme, les lignes d'égale température, seront toujours parallèles au plan de façade. Et les lignes de flux de chaleur, elles, par contre, seront perpendiculaires. Hein, les flux de chaleur seront horizontaux. Et par contre, lorsqu'il va rejoindre le sol, la chaleur doit traverser le sol qui entoure le bâtiment. Les lignes de flux de chaleur forment une courbe, puisque les isothermes par rapport au niveau de chaleur, par rapport à l'extérieur, seront, elles, horizontales et parallèles au niveau du sol. Donc ce seront des courbes extérieures comme ceci qui vont suivre ces fameux flux de chaleur pour le bâtiment. Donc les lignes de flux de chaleur forment alors des courbes et la méthode de calcul de valeur de U doit être à ce moment-là adaptée par le software. Par rapport à ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, on va donc dans le cadre du software PEB, que ce soit audit ou certification, vous allez avoir une base de calcul avec des parois types, il y en a 6 au total, qui auront des valeurs, toutes ces parois auront des valeurs maximales, le U max, qui sera autorisé pour réaliser un nouveau bâtiment. Dans le cadre de la certification, il s'agit d'un constat. Donc là, évidemment, il n'y a pas d'imposition. On doit juste constater les valeurs des U des parois comme un état de fait, évidemment. Dans le cadre de l'audit, là, c'est il faut faire ça pour que ce soit aux normes actuelles. Les normes évoluant, bien sûr, d'année en année. Pour le moment, depuis 2017 et jusqu'à ce jour 2021, elles sont toujours identiques. Le règlement donc demande qu'on ait des Umax. Le volume chauffé est toujours séparé par l'extérieur et les environnements extérieurs, comme je vous ai dit, sont au nombre de 6. Soit c'est, sur le schéma que vous avez ici, le c'est l'extérieur, hein, au cas de vent. Dans le cas de l'exemple 2, ce sera le garage par exemple qui sera un espace non chauffé, EANC. Soit ce sera quoi? Ce sera un autre espace chauffé, par exemple une maison mitoyenne. Soit ce sera le sol en direct, hein, le 4 que vous avez ici. Soit ce sera la cave, une cave. Là on verra que la cave peut être calculée de manière différente. Soit ce sera un vide ventilé ou un vide sanitaire. C'est les 6 possibilités que vous avez de lien entre l'intérieur et l'extérieur via vos parois étudiées dans votre espace à chauffer. Alors, pour cette norme, là, ici, les valeurs de Umax qui sont données sont des valeurs du Umax qui, comme je l'ai dit, étaient valables en 17 et sont toujours valables de nos jours, c'est-à-dire 0,24, 0,24, 0,24 pour les planchers, murs et plafonds. Si on a des portes de garage, on est à 2, etc., etc. En pratique, par rapport aux normes actuelles, pour ce qui concerne le sol, la dalle de sol, si elle est en contact avec le sol en direct,
Là, à ce moment-là, la norme minimale, c'est 7 cm de polyuréthane ou de PIR. Pour la même dalle qui serait éventuellement en contact avec l'air extérieur, là, c'est minimum 10 cm de polyuréthane. Pour les murs extérieurs, ce sera une isolation de minimum 14 cm de laine de roche ou 10 cm de polyuréthane. Donc, 10 cm pour les dalles exposées à l'extérieur, 7 cm pour les dalles déposées sur le sol, encore une fois en périphérie, comme je l'ai expliqué, en fonction justement du calcul qu'on vient de voir précédemment. Pour les toitures, le minimum c'est 20 cm de laine de roche, de laine minérale pour un lambda de 0,035. C'est un peu moins pour le polyuréthane ou le PIR. Dans le cadre des vitrages et des châssis, on est à une valeur U max de 1.1 pour le châssis et de 1.5 pour l'ensemble châssis et fenêtres. C'est relativement rigoureux. Donc le coût pour une rénovation, pour être aux normes actuelles ou pour une nouvelle construction, a quand même fortement augmenté ces dernières années, surtout avec la crise Covid qu'on vient de croiser et qui a fait augmenter le prix des matériaux de manière très importante. Ici se termine la vidéo du jour. Comme d'habitude, les petites questions. Je vous en souhaite bonne réception et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée.